Bonjour, alors on va enchaîner avec le dernier cours sur le chapitre rythmologie. Maintenant, on ne va pas voir la pathologie, mais plutôt on va voir le traitement et notamment les antiarythmiques. Alors, pour vous rappeler, les cours ils sont disponibles avec un support sous format PDF sur le site de la faculté de médecine que vous voyez inscrit en bas avec en vert. Alors, ces traitements antiarythmiques, c'est quoi les traitements antiarythmiques? Ce sont des substances qui arrêtent ou bien préviennent l'arythmie. Elles modifient les propriétés électrophysiologiques cardiaques en agissant sur la cinétique transmembranaire des ions. Alors, c'est un groupe hétérogène qui est capable soit d'arrêter l'arythmie, soit de prévenir les récidives, soit d'améliorer la tolérance en ralentissant la fréquence de l'arythmie. Dans certaines conditions, le risque de morbidité et mortalité est plus important sous antiarythmiques que l'arythmie traitée. L'exemple type, c'est les extrasystoles ventriculaires, par exemple. La plupart du temps, c'est bénin, alors que les traitements antiarythmiques qu'on peut donner pour prévenir ces extrasystoles ventriculaires, ce sont des antiarythmiques quand même qui comportent un risque pro-arythmogène assez démesuré par rapport à cette pathologie qui est bénigne. Donc, dans ces situations, il vaut mieux ne pas traiter que de traiter. Ces dernières années, les progrès technologiques des thérapeutiques non médicamenteuses ont fait qu'on utilise de plus en plus de techniques que le traitement anti-arythmique. Alors, pour rappel, la cellule myocardique, c'est une cellule qui a quand même des propriétés électriques. Elle est douée de plusieurs propriétés électriques, notamment de l'excitabilité, de la conduction et certaines cellules de l'automatisme. Alors, ces propriétés électriques, elles sont représentées par le potentiel d'action. Ce potentiel d'action, c'est régi par un jeu d'ions de part et d'autre de la membrane cellulaire. Alors, il se comporte en 4 phases, de 0 à 4. Alors, ces 4 phases, chaque phase a une prépondérance pour un courant dépolarisant ou bien un courant repolarisant particulier. La phase 0, c'est surtout une phase de courant sodique entrant. La phase 2 ou bien la phase de plateau, c'est une phase de canal de courant calcique entrant. La phase 3, c'est surtout la phase du courant potassique repolarisant bien sortant. La phase 4, généralement, c'est la phase, le canal potassique ou bien la pompe en A+, K+, du potassium qui va décharger. Alors, cet équilibre des ions de part et d'autre, avant ça, cet équilibre des ions de part et d'autre de cette cellule membre, là, je vous ai représenté les deux types de cellules. Alors, ça, c'est les fibres à réponse rapide. Ça, c'est les fibres à réponse lente qui vont constituer le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Alors, la seule différence, la plus grande différence, c'est que, regardez, la phase 0, là, c'est le courant sodique, là, c'est le courant calcique. Et bien sûr, la chose qui est commune pour toutes les cellules, c'est que la repolarisation, elle est plutôt sous la dépendance des ions potassium. C'est important pour le traitement parce que les thérapeutiques qu'on va donner vont agir sur ces courants ioniques de part et d'autre de la membrane cellulaire. Donc, ces concentrations des ions de part et d'autre de la cellule et ces mouvements ioniques pendant la dépolarisation et la repolarisation, ils sont assurés grâce à 3 structures transmembranaires. Alors, les premières structures, ce sont les canaux ioniques et les échangeurs. Les canaux ioniques, leur propriété, c'est la plupart, c'est ils obéissent à la diffusion passive, c'est-à-dire que les ions vont diffuser en fonction de leur concentration pour essayer d'équilibrer un peu la concentration de part et d'autre. Mais ces ions, ils sont voltage dépendants, c'est-à-dire si on arrive à emmener le voltage de la membrane cellulaire à un certain voltage qu'on appelle le potentiel seuil, ils vont s'ouvrir, ils vont déclencher un potentiel d'action. Les pompes en A+, K+, ATPase, c'est une pompe qui consomme de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va essayer de concentrer les ions contre gradient
de concentration. Elle travaille surtout pendant la phase 4 ou bien la phase de dépolarisation diastolique lente. Et dans cette situation, elle va essayer de concentrer les ions potassium à l'intérieur de la cellule, contre le gradient de la concentration, et elle va essayer de concentrer plutôt les ions sodium à l'extérieur de la cellule. Puis, il y a d'autres mécanismes qui interviennent, notamment le système des récepteurs membranaires. Alors, vous avez les récepteurs adrénergiques, notamment les récepteurs alpha et les récepteurs bêta, vous avez les récepteurs muscariniques et vous avez les récepteurs purinergiques. Alors, ces récepteurs, ce n'est pas eux qui vont déclencher un potentiel d'action, mais une fois qu'ils sont liés à un stimulus, soit adrénergique, soit autre, ils vont activer une certaine cascade enzymatique qui va faire que l'aboutissement, c'est qu'il va y avoir soit entrée, soit sortie des ions. Pour les récepteurs adrénergiques, la finalité, ça sera une augmentation de la concentration, c'est-à-dire ça sera un courant calcique entrant. Ça sera une augmentation de la concentration du calcium à l'intérieur de la cellule myocétaire qui vont la préparer pour une contraction. Alors l'activation cardiaque, ça commence au niveau du nœud sinusal, puis ça va progresser dans le myocarde indifférencié des oreillettes par voie préférentielle, pas spécifique de conduction au niveau atrial, pour atteindre le nœud auriculoventriculaire, où elles vont subir un petit retard pour que l'hémodynamique fasse son effet, puis ça va sortir dans le tronc du faisceau de His et aboutir dans le réseau de His Purkinje. Alors, les potentiels d'action de ces différentes cellules qui vont constituer les différentes structures cardiaques ne sont pas les mêmes. Alors, si vous regardez bien, il y a deux formes essentiellement qui sont différentes. Regardez là et regardez là. Alors, ce potentiel d'action, on va le trouver dans les cellules qu'on appelle les cellules à réponse lente, qu'on va trouver au niveau du nœud sinusal ou bien au niveau du nœud auriculoventriculaire. Et les autres, c'est-à-dire les cellules qui sont dans le myocarde indifférencié, ceux qui sont dans le système His-Purkinje, elles ont cette morphologie-là. C'est ce qu'on appelle les cellules à réponse. C'est ce qu'on appelle les cellules à réponse rapide. Alors, si vous voyez, je vous ai coïncidé le QRS. Alors là, c'est le sinusal qui va s'extérioriser. Puis, avec la transmission, on va avoir l'onde P. Puis, quand c'est le potentiel du nœud auriculoventriculaire et du faisceau du His, on va avoir une ligne isoélectrique. Puis, quand ça descend dans les branches du faisceau du His, regardez, il y a le QRS qui va commencer. Puis, la dernière partie, ça va correspondre à la repolarisation qui est représentée par le segment ST et l'onde T. Je vous rappelle également que les mécanismes de l'arythmie, c'est-à-dire les anomalies qui sont les anomalies de la formation de l'influx. Soit c'est un automatisme anormal, soit c'est une activité déclenchée et post-dépolarisation, soit c'est des troubles de la conduction, c'est-à-dire il y a une dualité de conduction avec une réentrée, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de réentrée avec un bloc unidirectionnel. La survenue d'une arythmie, selon Kumel, le triangle de Kumel, ça nécessite un substrat arythmogène, bien sûr. Il y a des facteurs modulateurs ou bien des facteurs favorisants. Généralement, c'est le système nerveux autonome. Puis, il y a la gâchette. Généralement, c'est une extrasystole qui va déclencher l'arythmie. Alors, la classification classique qui a été proposée, c'est la classification de Vaughan-Williams. Alors, cette classification, c'est une classification qui ne regroupe certes pas toutes les molécules antiarythmiques, mais du moins elle a le mérite d'être la plus utilisée, et également c'est-à-dire de regarder le site ou bien le courant, c'est-à-dire on va classer les molécules selon le courant sur lequel elles vont agir, c'est-à-dire qu'elles vont bloquer, ou bien sur le récepteur qu'elles vont bloquer. On a les molécules de classe 1, généralement, c'est celle qui est de classe, le canal sodique entrant. Il y a 3 sous-classes, il y a la classe 1A, 1B, 1C. Les molécules de classe 2, ce sont les bêta-bloquants. C'est des molécules qui vont inhiber l'action catécholaminergique sur les récepteurs bêta 1 cardiaques des
catécholamines. La classe 3, c'est les molécules qui vont bloquer le canal potassique sortant pendant la phase 3 de potentiel d'action. Et la classe 4, ce sont des molécules qui vont inhiber le canal calciquant. Le canal calciquant, soit c'est la phase 2 de potentiel d'action pour les cellules à conduction rapide. Pour les cellules à conduction lente, si vous vous rappelez, c'est la phase 0, donc c'est l'automatisme, c'est la conduction et l'automatisme. Alors les cellules de classe 1, c'est le chef de file, c'est les kinédines et dérivés, ça va agir sur la phase 0 du potentiel d'action, donc ça va toucher les cellules à réponse rapide. Donc sur le nœud sinusal, puisque le nœud sinusal c'est des cellules à réponse lente, il n'y a pas d'effet, sauf s'il y avait une dysfonction préexistante. Le nœud auriculo-ventriculaire également, il n'y a pas d'effet ou bien il y a peu d'effet. Mais dans la conduction intra-atriale ou bien la conduction infraicienne et intraventriculaire, le fait de bloquer ces canaux va faire qu'il va y avoir un allongement de la conduction dans ces structures. Donc, il va y avoir un allongement de la conduction au niveau des oreillettes, au niveau des ventricules et au niveau du système is-pulcinier. Les indications, les meilleures indications, ce sont les réductions des arythmies atriales, jonctionnelles ou bien ventriculaires, mais également la prévention des récidives des arythmies atriales ou ventriculaires, notamment dans les fibrillations auriculaires ou bien les flutters auriculaires. Alors quand même, les précautions d'emploi, c'est des molécules qui sont pro-arythmogènes parce qu'elles allongent surtout le QT, donc il faut faire attention parce qu'il y a quand même un risque de torsade de pointe, surtout si elle est associée à des troubles ioniques vasculaires. C'est des molécules qui sont inotropes négatives, donc il faut faire attention, elles sont contre-indiquées s'il y a une insuffisance cardiaque ou bien il y a une dysfonction ventriculaire gauche sous-jacente. Les molécules de classe 1B, dont le chef de file est la lidocaïne et ses dérivés, elles ont une action quand même faible sur la phase 0, sauf en cas d'ischémie myocardique ou bien en cas d'hypercalémie. Donc, sur le nœud sinusal, le nœud auriculaire, la conduction auriculo-ventriculaire, ischienne ou bien ventriculaire, il n'y a pas de modification majeure dans la situation normale, sauf quand il y a ischémie ou bien une hypercalémie. Les indications principales, ce sont la réduction des arythmies ventriculaires en la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, ou bien la prévention des récidives d'arythmies ventriculaires, ou bien parfois le traitement des arythmies secondaires à l'intoxication digitalique par le dihydron. Les molécules de classe 1C, ce sont les molécules les plus puissantes de cette classe. Elles sont de découverte, les dernières à être découvertes. Le chef de file est le flicaïnide et le propafénone. Elles agissent également sur la phase 0 du potentiel d'action. Donc, sur le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire, il n'y a pas de modification, bien sûr, sauf s'il y a modifié une dysfonction préexistante. La conduction intra-atriale et infraicienne, pas de modification. La conduction intraventriculaire, elle est allongée, donc on allonge la conduction intraventriculaire et QRS. Alors, les indications, c'est la réduction des tachycardies atriales, les tachycardies supraventriculaires avec voie accessoire et arythmie ventriculaire. Mais il faut faire attention, généralement, dans la réduction des tachycardies atriales, les tachycardies supraventriculaires avec les voies accessoires, il ne faut jamais les donner seules. C'est-à-dire il faut toujours les donner en association avec un autre antiarythmique. Elles sont également données en prévention des récidives des arythmies atriales, jonctionnelles et ventriculaires. Les médicaments de classe 2, ce sont les bêta-bloquants. Dans le chef, il y a beaucoup de bêta-bloquants, le bisoprolol, le métoprolol, il y a beaucoup de molécules. Alors, l'action, c'est qu'elles inhibent l'action des catécholamines sur les récepteurs bêta-1 cardiaques. Ces récepteurs se trouvent essentiellement au niveau du nœud sinusal et au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. La finalité, c'est l'augmentation de la concentration du calcium intracellulaire, c'est-à-dire que la finalité de la chose, elles vont agir sur la phase 0 des potentiels d'action des cellules à réponse lente.
c'est une notion très importante à tenir, surtout pour les interactions médicamenteuses, parce qu'on va voir que l'association avec les inhibiteurs calciques va être une association quand même dangereuse et qu'il faut faire attention. Alors, les effets majeurs, c'est la diminution de l'automaticité du nœud sinusal et ils vont déprimer la conduction auriculo-ventriculaire. La conduction intra-atriale et infra-icienne, pas de modification, mais la conduction intraventriculaire, elle va être un peu allongée. Alors les indications, généralement, c'est le ralentissement de la fréquence ventriculaire en cas de tachycardie supraventriculaire, c'est-à-dire qu'on va augmenter le filtre auriculo-ventriculaire pour que on va protéger un peu les ventricules des tachycardies supraventriculaires. Mais également la prévention des récidives d'arythmie jonctionnelle au ventriculaire, les arythmies catécholergiques au post-EDM. Alors dans cette situation, on ne va pas agir directement sur le potentiel d'action, mais plutôt on va agir sur, si vous vous rappelez, les deux autres phénomènes qui vont déclencher l'arythmie, c'est-à-dire la gâchette, on va empêcher la gâchette adrénergique et de l'ischémie, mais également on va un peu moduler le système nerveux pour empêcher l'apparition de ces arythmies. Alors, les effets secondaires, c'est des effets prévisibles, notamment pour la bradycardie. On les donne, c'est des médicaments bradycardisants, on les donne pour qu'ils provoquent une bradycardie. Parfois, cette bradycardie, malheureusement, elle est excessive. Parfois également, ça va donner des troubles de conduction auriculo-ventriculaire, notamment les blocs auriculo-ventriculaires. Ça peut déclencher un asthme bronchique ou bien on peut avoir d'autres manifestations secondaires, notamment le syndrome de Raynaud. Les médicaments de classe 3, dont le chef de file et l'amiodarone, vont agir sur le courant potassique sortant, le courant repolarisant, c'est le potentiel d'action, c'est-à-dire la phase 3. Alors les effets majeurs, c'est puisque le potentiel, la phase 3 du bien le courant sortant repolarisant du potassium, c'est commun presque à toutes les cellules myocytaires, donc c'est un antiarythmique qui va agir sur toutes les étages d'activation, bien tous les étages des myocytaires, soit atrial, soit au niveau du nœud sinusal, soit au niveau auriculo-ventriculaire, soit pulmonaire, soit du myocarde ventriculaire indifférencié. Donc ça va allonger le potentiel, la durée du potentiel d'action, ça va allonger le PR de toutes les cellules cardiaques, les périodes réfractaires de toutes les cellules cardiaques. Au niveau du nœud sinusal, ça va diminuer la fréquence sinusale. Au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, ça va déprimer la conduction nodale. Ça va également agir un peu sur la conduction infra-icienne qui va être juste un peu modifiée, mais la conduction intraventriculaire dans le myocarde indifférencié, ça va être davantage allongée. Alors les indications majeures, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les effets secondaires, ça sera une molécule miracle parce que ça va nous permettre de régler presque tous les problèmes rythmiques ou bien les arythmies qui sont possibles. Donc les indications majeures sont la réduction des arythmies auriculaires et ventriculaires, ralentissement de la fréquence ventriculaire en cas de TSV, la prévention des récidives des arythmies auriculaires, ventriculaires, éventuellement jonctionnelles. Donc à l'âge, comme vous voyez, sur tous les étages et sur toutes les arythmies. Malheureusement, les effets secondaires, surtout de l'amiodarone, la molécule qui est la seule disponible chez nous, elles sont quand même assez importantes. Elle allonge la durée du potentiel d'action, donc elle va allonger, et la dépolarisation et la repolarisation, ça va donner un allongement du QT avec parfois de l'onde T, avec de l'onde U, avec exceptionnellement des torsettes de pointe qui restent possibles. Ça donne d'autres effets secondaires, notamment une fibrose pulmonaire, les dystéroïdés, les polynivrides, les dépôts cornéens, la photosensibilisation. Ça augmente les transaminases hépatiques et ça donne des risques de vinite et de thrombophlébite pour les formes par injection par voie intraveineuse. La classe 4, c'est la classe des anticalciques, non dihydropyridiniques ou bien les anticalciques bradycardisants, dont les chefs de file, le diltiazem et le verapamil. Ça va agir sur le canal calcique entrant. Ce canal calcique entrant, ça va agir surtout sur la phase 0 du potentiel d'action des cellules à réponse lente, mais également sur la phase 2 des cellules à réponse rapide. Donc,
Les effets majeurs, c'est la diminution de la conduction et de l'automaticité. Sur le nœud sinusal, ça diminue le rythme sinusal, ça déprime la conduction auriculo-ventriculaire au niveau nodal. Également, ça allonge la conduction intra-auriculaire, intra-ischienne et intra-ventriculaire. Les indications majeures, c'est la réduction des tachycardies par réentrée intranodale pour prévention des récidives, le ralentissement de la fréquence ventriculaire en cas de tachycardie supraventriculaire et la réduction de certaines tachycardies ventriculaires idiopathiques du sujet jeune, ce qu'on appelle les tachycardies de Belhassan. Alors les effets secondaires, parfois ils sont prévisibles parce qu'on les donne pour ça, on les donne pour que ça déprime la conduction, ça peut donner des blocs sino-auriculaires ou bien des blocs auriculo-ventriculaires. Ils ont malheureusement une action inotrope négative et ils ont une action hypotensive, surtout sur verapamil. Ça donne des céphalées, des alopécies, des rages cutanées, des diarrhées et ça allonge également le QT, mais d'une manière moins importante qu'avec la classe 3. Les autres antiarythmiques qui ne sont pas classés, c'est la striadine, qui est un puissant vagomimétique. Il permet surtout d'interrompre une tachycardie par réentrée intranodale. Il est utilisé après échec des manœuvres vagales. La dose c'est 10 mm, bien une demi-ampoule, en intraveineux direct. Il est contre-indiqué chez les sujets âgés parce qu'il peut donner des pauses prolongées et chez les asthmatiques parce que ça peut déclencher une crise d'asthme. Le traitement antiarythmique qui est trop souvent utilisé, qui est largement utilisé, mais qui ne trouve pas de place dans la classification de Vaughan-Williams, c'est la dégoxine. Alors la dégoxine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va bloquer la pompe Na+K+ ATPase. En bloquant cette pompe, ça va faire accumuler le sodium dans le myocyte. Le fait que le sodium se concentre à l'intérieur du myocyte va activer le système d'échangeur Na+K+ pour augmenter la concentration du calcium à l'intérieur de la cellule. Alors les effets majeurs, c'est la diminution de la fréquence sinusale parce que le sodium il est augmenté à l'intérieur de la cellule de ce fait que le courant sodique il va pas être important lors de l'ouverture des canaux sodiques. Il va y avoir diminution des périodes réfractaires auriculaires avec augmentation possible de la fréquence des tachycardies supraventriculaires, diminution de la conduction intra-auriculaire avec possibilité d'automatisme anormal type tachysystolie. Il va y avoir des effets vagomimétiques avec diminution de la conduction nodale et risque d'avoir des troubles de conduction auriculo-ventriculaire et diminution des périodes réfractaires au niveau hyperculaire, diminution de la conduction aux fortes posologies avec possibilité d'automatisme anormaux et de troubles du rythme ventriculaire qui sont quand même graves. Les indications, pour l'instant, la seule indication qui est retenue pour les arythmies, c'est le ralentissement de la fréquence ventriculaire en cas de tachycardie supraventriculaire, éventuellement en association avec d'autres molécules, notamment les molécules de classe 1 ou bien les molécules de classe 3. Alors les effets secondaires, la contre-indication formelle en cas de voie accessoire, ou bien en cas de troubles conductifs sévères non appariés. Il faut être prudent en cas de troubles de l'excitabilité, ou bien quand il y a les autres effets secondaires, on peut avoir des troubles digestifs qui peuvent être les premières manifestations d'une intoxication digitalique. Alors avec la digoxine, la marge thérapeutique, elle est proche de la marge toxique. Donc c'est des médicaments qu'il faut manipuler avec prudence. Elle peut donner également des troubles oculaires, ou bien une dyschromatopsie, ou bien des visions troubles. Alors je termine par certaines règles générales de prescription d'antiarythmiques. Avant de vous énumérer les règles générales, je tiens à vous dire que les antiarythmiques, ce sont des médicaments de la spécialité, c'est-à-dire qu'ils doivent être manipulés par un spécialiste en cardiologie. Vous, en tant que médecin généraliste ou bien en tant que praticien de médecine générale, vous allez être confronté quand même à certains antiarythmiques. Vous allez être confronté surtout aux bêta-bloquants, parfois aux inhibiteurs calciques, parfois aux autres traitements de l'insuffisance cardiaque ou bien de la F1, notamment de l'amiodarone et de la digoxine. Donc vous devez au moins connaître certains
conditions générales d'utilisation, bien certaines règles générales de prescription d'un traitement antiarythmique. Alors, premièrement, il faut identifier d'une manière précise l'arythmie. Donc, il faut avoir le diagnostic de l'arythmie et, si possible, le mécanisme de l'arythmie. Pourquoi? Parce que parfois, le risque de l'arythmie, il est supérieur à celui du traitement antiarythmique. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux ne pas traiter l'arythmie parce qu'elle est moins dangereuse que le traitement lui-même. La deuxième des choses, il faut faire la corrélation entre l'arythmie et le symptôme du patient. Parce que comme on a vu, les antiarythmiques n'ont aucun impact sur la mortalité. La plupart des antiarythmiques, mis à part les bêta-bloquants, n'ont montré aucun impact sur la mortalité, mais plutôt, il y a certaines études qui penchent plutôt vers l'augmentation de la mortalité sous ces antiarythmiques. Donc, s'il n'est pas nécessaire de donner cette arythmie, ce n'est pas la peine de donner cet antiarythmique. Donc, il faut identifier et supprimer les facteurs favorisant l'arythmie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un facteur favorisant, il faut l'identifier, il faut le traiter. Peut-être que l'arythmie, ça va disparaître elle-même. Il faut identifier une cardiopathie sous-jacente parce qu'elle va privilégier plutôt certains médicaments que d'autres, mais elle va faire contre-indiquer certains médicaments, notamment par exemple dans les cardiopathies ischémiques, les médicaments de classe 1 par exemple qui sont contre-indiqués, ou bien quand il y a une insuffisance cardiaque, parce que la plupart des antiarythmiques, ce sont des inotropes négatifs. Donc, il vaut mieux ne pas les donner quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche ou bien quand il y a une insuffisance cardiaque, sauf pour les bêta-bloquants qui ont démontré leurs bénéfices pour certains dans l'insuffisance cardiaque et la dysfonction ventriculaire gauche. Il faut respecter les règles de prescription et surveiller la molécule. Il faut la surveiller d'une manière clinique, c'est pour voir son effet clinique, à quelle dose il est atteint, mais également il faut surveiller les modifications électriques. Parfois même, il faut partir quand même doser ces molécules dans le sang pour voir est-ce qu'elles sont à des doses toxiques ou bien à des doses dangereuses ou pas. Il faut prendre en considération d'éventuelles interactions médicamenteuses, soit avec des médicaments à destinée cardiaque ou bien des médicaments qui ont une autre destinée, qui vont influencer les manifestations électriques sur l'ECG, notamment les médicaments donnés pour le système nerveux central ou bien certains antibiotiques qui vont modifier le QRS et surtout qui vont allonger le QT et avec un risque d'avoir apparaître des dorsales de pointe qui sont annonciatrices de troubles du rythme ventriculaire sévère, notamment les fibrillations ventriculaires. Et enfin, il faut faire attention aux associations aux antiarythmiques parce que parfois, voire la plupart du temps, on n'arrive pas quand même à régler un problème rythmique sévère par une seule molécule antiarythmique. Donc, il faut donner des associations. Alors, l'association, c'est réservé uniquement aux spécialistes et j'insiste sur ça. Et je vous remercie.